Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le concept de réincarnation a captivé l'imagination des cultures du monde entier pendant des siècles. Ces dernières années, des histoires d'enfants qui prétendent se souvenir de leurs vies antérieures ont fait surface, souvent avec des détails qui étonnent même les adultes. Nous vous présentons aujourd'hui 20 enfants mystérieux qui se souviennent de leur vie antérieure. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Edward Austrian, un petit garçon de 4 ans, se plaignait depuis longtemps à sa mère d'une douleur persistante à la gorge. Il semblait également détester les journées grises et pluvieuses. Au cours de cette période, la douleur à la gorge d'Edward s'aggrava et les médecins lui enlevèrent même les amygdales, mais la douleur persista. Puis quelque chose d'inhabituel se produisit. Edward commença à raconter des histoires complexes sur la Première Guerre mondiale, des détails qu'un enfant de 4 ans n'aurait certainement pas pu apprendre à la télévision ou au cinéma. Il décrivit la vie dans les tranchées et les événements quotidiens de la guerre. Un jour, il raconta à sa mère une histoire saisissante selon laquelle il avait reçu une balle dans la gorge, affirmant qu'il s'appelait James et qu'il avait vécu en France à l'âge de 18 ans. Avec des détails déchirants, il décrivit comment il avait marché dans la boue et enduré le froid glacial tout en portant un lourd fusil. Cette histoire laissa tout le monde perplexe. Quel genre d'enfant de 4 ans pouvait inventer une telle histoire? Numéro 19. Saada Hatoum est née le 6 juin 1932 à Kfar Salwan, au Liban, à environ 25 km à l'est de Beyrouth. Elle était la fille d'Assad et de Zaher Hatoum. À 6 ans, elle souffrait d'une fièvre rhumatismale sévère. À 20 ans, Saada épousa un policier nommé Halim. Un an plus tard, elle donna naissance à sa première fille, Leila, suivie de sa deuxième fille, Gada, 3 ans plus tard. Malgré sa santé déclinante, elle donna naissance à un fils, Nabil, en 1962, la même année où on lui diagnostiqua une maladie de la valve mitrale. Sachant que sa maladie était probablement mortelle, Saada déclara que dans sa prochaine vie, elle se souviendrait de qui elle était et en parlerait. Ses derniers mots furent « Leila, Leila ». Suzanne est née le 21 mars 1972, 10 jours seulement après le décès de Saada, à Choueifat, une banlieue de Beyrouth. Ses premiers mots furent « Awo Leila ». En grandissant, Suzanne a dit à ses parents que Leila était sa fille et s'est identifiée comme Saada. Tout le monde autour d'elle a accueilli Suzanne comme la réincarnation de Saada. Numéro 18. L'histoire de la réincarnation de James Leninger est souvent citée comme l'un des cas les plus convaincants. Il s'agit d'un jeune garçon qui semblait avoir des souvenirs vivaces d'une vie antérieure en tant que pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. James est né en 1998 en Louisiane, aux États-Unis, et vers l'âge de 2 ans, il a commencé à manifester des comportements inhabituels. Il faisait de graves cauchemars à propos d'un accident d'avion, se réveillant souvent terrifié et hurlant. James a affirmé plus tard qu'il avait été pilote d'un corsaire pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il avait été abattu par les Japonais. Il s'est même rappelé son ancien nom, James, et a mentionné qu'il avait décollé d'un navire appelé le Natoma. Il se souvenait également du nom d'un autre pilote, Jack Larsen. Bien qu'il n'ait pas été exposé à l'aviation militaire dans son enfance, il avait une connaissance détaillée des avions et des événements de la guerre. Ses parents ont fini par trouver des archives sur un pilote nommé James Huston Jr. qui a servi sur l'USS Natoma Bay et est mort lorsque son avion a été abattu pendant la bataille d'Iwo Jima. L'histoire de James correspondait étroitement à ces faits historiques. La famille Leininger a contacté les membres survivants de l'équipage de l'USS Natoma Bay et plusieurs vétérans ont été stupéfaits par la précision des souvenirs de James. Sa famille a même rendu visite à la sœur de Houston, qui a été profondément émue par la connaissance que James avait des détails de la vie de son frère. Cependant, à mesure que James grandissait, ses cauchemars s'estompaient et il a progressivement cessé de parler de ses souvenirs de vie antérieure. Numéro 17. Peu d'histoires de vie antérieure sont aussi marquantes que celle d'un garçon qui a aidé à identifier son propre corps enterré ainsi que son meurtrier. En 2020, un garçon de 3 ans vivant sur les hauteurs de Golan, près de la frontière entre la Syrie et Israël, a affirmé avoir été attaqué à la hache dans une vie antérieure. Il a conduit les anciens du village à l'endroit où son corps avait été enterré et à leur grande surprise, ils ont découvert le squelette d'un homme. Il leur a également indiqué l'endroit où l'arme du crime avait été enterrée et après avoir creusé, ils ont effectivement trouvé une hache.
Cette histoire remarquable a été documentée par le docteur Eli Lash et enregistrée par le thérapeute allemand Trutz Ardo. Le garçon est né avec une tache de naissance à l'endroit exact où il prétendait avoir été mortellement blessé. De plus, il a pu nommer son meurtrier présumé. Bien que l'accusé ait d'abord nié toute implication, il a plus tard avoué au docteur Lash après que le garçon ait découvert son propre corps. S'agissait-il d'un cas de karma ou d'une simple coïncidence? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 16. En 2015, un garçon de 10 ans nommé Ryan Ammons a partagé des souvenirs qui semblaient appartenir à une autre vie. Ryan et sa mère Cindy ont affirmé qu'ils étaient la réincarnation d'un figurant d'Hollywood. Cindy se souvient que Ryan a commencé à avoir des cauchemars vers l'âge de 4 ans et qu'un an plus tard, il a déclaré qu'il avait été quelqu'un d'autre. Il pleurait souvent et l'a supplié de le ramener chez lui à Hollywood. Il a parlé de rencontres avec des célébrités comme Rita Hayworth et a décrit ses performances à Broadway. Cindy a caché à son mari les expériences de Ryan jusqu'à ce qu'elle découvre un livre de la bibliothèque contenant une photo de Hayworth tirée du film Night After Night. Ryan a pointé du doigt un homme sur la photo et a déclaré qu'il s'agissait de cet homme. L'homme a été identifié comme étant Marty Martin, un figurant du film Night After Night. En quête de réponse, Cindy a consulté le docteur Jim Tucker, un pédopsychiatre spécialiste des enfants qui se réclame de souvenirs de vies antérieures. Le docteur Tucker a enquêté sur Martin et a confirmé que 55 détails fournis par Ryan sur la vie de Martin étaient exacts, détails qui ne sont pas facilement disponibles en ligne. Par exemple, Ryan savait combien d'enfants Martin avait eu, combien de fois il s'était marié et combien de sœurs il avait. Il a également mentionné qu'il vivait dans une rue où le mot rock figurait, ce qui correspondait à l'adresse de Martin sur Roxbury Drive à Beverly Hills. Numéro 15. Gus Taylor était un jeune garçon qui très tôt a commencé à partager des souvenirs et des détails vivaces qui ont conduit sa famille à soupçonner qu'il était la réincarnation de son propre grand-père, O.J. Taylor. À l'âge de 18 mois environ, Gus a commencé à parler de son grand-père, décédé plus d'un an avant sa naissance. Un jour, alors que son père changeait sa couche, Gus aurait dit qu'il avait changé les couches de son père quand il avait son âge. Gus a partagé de nombreux souvenirs personnels de la vie d'O.J. Taylor, des détails qu'il n'aurait pas pu connaître dans des circonstances normales. Il a parlé avec une précision remarquable des événements de la vie de son grand-père, notamment de détails précis sur la sœur d'O.J., un sujet qui n'avait jamais été évoqué dans la famille auparavant. Il a même reconnu O.J. sur de vieilles photos de famille sans aucun indice. Ces souvenirs très détaillés ont convaincu sa famille que Gus était la réincarnation de son grand-père. Numéro 14. Cameron McCauley est né et a grandi à Glasgow, en Écosse. Dès son plus jeune âge, il a commencé à partager des souvenirs vivaces d'une vie passée sur une petite île appelée Barra, au large de la côte ouest de l'Écosse. Ses souvenirs étaient détaillés, cohérents et étonnants pour un enfant qui n'avait jamais visité l'île. À l'âge de 2 ans, Cameron a commencé à parler de son autre famille sur Barra. Il parlait souvent d'une maison blanche près de la plage où il prétendait avoir vécu avec sa vraie mère, une femme nommée Margaret. Il décrivait sa vie antérieure avec beaucoup de détails, mentionnant des avions atterrissant sur la plage et faisant référence à des pièces et des caractéristiques spécifiques de la Maison Blanche. Cameron exprimait souvent sa tristesse et son manque pour sa famille à Barra, disant combien elle lui manquait. L'un des éléments les plus remarquables de son récit était sa mention d'avions atterrissant sur la plage. Barra est unique en son genre car elle est l'un des rares aéroports au monde où les avions utilisent la plage comme piste d'atterrissage. Ce détail ajoutait de la crédibilité à l'histoire de Cameron, car il était très peu probable qu'un jeune enfant de Glasgow soit au courant d'un fait aussi spécifique. Lorsque Cameron avait 6 ans, sa mère a accepté de l'emmener à Barra pour enquêter sur ses souvenirs. Une équipe de télévision les a accompagnés et à leur arrivée, ils ont trouvé une maison blanche près de la plage qui correspondait à la description de Cameron, avec vue sur les avions en train d'atterrir. Numéro 13. À 4 ans, Kendra Carter a commencé à se remémorer sa vie passée. Kendra a développé une peur intense de l'eau, même si elle n'avait jamais vécu d'expérience traumatisante liée à l'eau dans sa vie actuelle. Parallèlement, elle est devenue fascinée par la natation et a insisté pour prendre des cours de natation, laissant ses parents perplexes face à ses émotions apparemment contradictoires. Au cours de ces cours, Kendra a commencé à partager des souvenirs vivaces d'une vie passée. Elle a affirmé qu'elle avait été une jeune femme qui s'était tragiquement noyée dans une piscine.
Elle a décrit la piscine dans laquelle elle s'était noyée avec beaucoup de détails, y compris les vêtements qu'elle portait et les événements qui avaient conduit à l'incident. Alors que Kendra poursuivait ses cours de natation, sa peur de l'eau s'est progressivement estompée et au fil du temps, ses souvenirs de vies antérieures ont commencé à disparaître. Numéro 12. Christian Haupt est un enfant prodige dont l'histoire a attiré l'attention en raison des allégations selon lesquelles il serait la réincarnation de Lou Gehrig, le légendaire joueur de premier but des Yankees de New York. L'histoire de Christian est devenue largement connue grâce au livre de sa mère, The Boy Who Knew Too Much, publié en 2017. À seulement 2 ans, Christian a fait preuve d'une coordination et d'une connaissance du baseball exceptionnelle, bien au-delà de son âge. Il a fait des déclarations et a affiché des comportements suggérant qu'il avait des connaissances de l'histoire du baseball, bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre d'un jeune enfant. Christian était capable de citer les noms de joueurs de baseball inconnus et de décrire en détail l'agencement des stades et des matchs. Ces déclarations incluaient également une prétendue aversion pour Babe Ruth, un conflit historique réel entre Gehrig et Ruth. Numéro 11. Luke Ruhlmann, un garçon de 5 ans de Cincinnati dans l'Ohio, a affirmé que dans sa vie passée, il avait été une femme nommée Pam Robinson, décédée tragiquement dans l'incendie d'un hôtel en 1993. Les souvenirs de vies antérieures de Luke ont commencé à refaire surface alors qu'il n'avait que 2 ans. Il a décrit des souvenirs très vifs de sa vie de Pam, se rappelant à quoi elle ressemblait et les circonstances entourant sa mort. Selon Luke, Pam a sauté d'un immeuble en feu, l'hôtel Paxton à Chicago, pour échapper aux flammes. Les déclarations de Luke ont suscité un vif intérêt et de nombreux débats. Il a fourni ce que certains considèrent comme des preuves de sa vie passée, notamment des informations sur la famille de Pam et des détails personnels sur sa vie qu'il ne pouvait pas connaître étant enfant. Sa mère, Erika, se souvient qu'il disait souvent qu'il avait été une fille aux cheveux noirs et aux boucles d'oreilles, semblable à celle qu'ils avaient vue plus tard dans la vraie vie. Numéro 10. Bryony Mariska se souvient de sa vie passée et a démontré des talents remarquables dès son plus jeune âge. Il possédait un intellect de génie et une compréhension impressionnante des systèmes planétaires, étonnant les experts et les scientifiques du monde entier. Sa mère et son médecin ont remarqué sa particularité 2 semaines seulement après sa naissance, lorsqu'il pouvait lever la tête de manière autonome. Quelques mois plus tard, il a commencé à parler et à 1 an, il savait déjà lire, dessiner et peindre. Ce qui rend l'histoire de Bryony encore plus étonnante, c'est qu'il affirme se souvenir d'être né sur Mars. Mars est sa plus grande fascination et il insiste sur le fait que la planète a autrefois abrité une civilisation qui a été détruite par une catastrophe nucléaire massive qu'il attribue à la chaleur extrême actuelle de la planète. Même si cela peut paraître tiré par les cheveux, il est important de noter que Bryony n'est pas un enfant ordinaire qui invente des histoires. Avec son QI de génie et ses vastes connaissances des systèmes planétaires, acquises sans éducation formelle, il attribue ses connaissances à sa vie passée. Il souligne également que la Terre recèle encore de nombreux secrets non découverts, notamment d'importants mystères cachés dans la grande pyramide de Gizeh en Égypte. Selon Mariska, la civilisation de Mars a survécu en respirant une atmosphère à forte teneur en dioxyde de carbone. Numéro 9. L'histoire de la réincarnation de Titu Singh est l'un des cas les plus intrigants et les plus largement discutés en Inde. Elle a attiré l'attention en raison de détails saisissants partagés par Titu, un jeune garçon de Mathura dans l'Uttar Pradesh. Il a affirmé se souvenir d'avoir été un homme du nom de Suresh Verma dans sa vie antérieure, un propriétaire de magasin qui a été assassiné lors d'un vol. Titu a contacté la famille de Suresh Verma à Agra et ils ont été stupéfaits par l'exactitude de ses déclarations. Il a correctement identifié les membres de la famille de Suresh Verma, y compris sa femme Uma et leurs enfants. Il a également décrit avec précision les détails de leur maison et de leur magasin. Suresh Verma était effectivement propriétaire d'un magasin à Agra et son meurtre s'était déroulé exactement comme Titu l'avait décrit. Il avait même indiqué le lieu exact de l'incident. C'était particulièrement étrange car il n'avait aucun lien connu avec la famille ou le lieu, ce qui rendait hautement improbable qu'il ait pu inventer de tels détails. Numéro 8. Carl Eden était un Anglais qui, enfant, avait des souvenirs très vifs d'une vie passée dans laquelle il prétendait avoir été un pilote allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'âge de 2 ans, Carl pouvait parler clairement et de manière cohérente. Il répétait sans cesse « J'ai vu un avion passer par la fenêtre », ajoutant peu à peu des détails sur sa vie passée supposée. Il affirmait avoir été abattu lors d'un bombardement au-dessus de l'Angleterre alors qu'il pilotait un Messerschmitt 101 ou 104.
Il affirmait également avoir perdu sa jambe droite dans l'accident. Carl a déclaré que son nom précédent était Robert et que son père et son frère s'appelaient respectivement Fritz et Peter. Selon Carl, il serait décédé à l'âge de 23 ans, laissant derrière lui une fiancée de 19 ans, blonde et svelte. Il a également affirmé avoir rejoint l'armée de l'air allemande à l'âge de 19 ans. Carl se souvient de détails de sa formation, comme la caserne où il a séjourné et la façon dont il s'entraidait en cas de blessure. Il se souvient également d'avoir passé son enfance dans un petit village entouré de collines boisées et luxuriantes, où son père lui a appris à connaître les arbres et les fleurs lors de leur promenade. De plus, les traits physiques de Carl le distinguaient du reste de sa famille. Ses cheveux, ses sourcils et ses cils étaient blond clair et il avait les yeux bleus, contrairement à ses proches. Numéro 7. Un garçon de 7 ans nommé Cade a affirmé se souvenir d'avoir été coincé sous les décombres à New York le 11 septembre 2001. À l'âge de 3 ans, il commença à raconter à sa mère Molly qu'il se souvenait de sa mort. Il se réveillait souvent au milieu de la nuit, pleurant et hurlant, se remémorant le temps où il travaillait dans un grand immeuble d'où il pouvait voir la Statue de la Liberté. En grandissant, Cade a développé une fascination intense pour les avions et est devenu anxieux à proximité des immeubles de grande hauteur. Il a décrit en détail comment il a vécu le moment où un avion a heurté l'immeuble et comment il s'est retrouvé coincé. Cade a révélé son ancien nom à ses parents, ce qui les a poussés à chercher des réponses. Ils ont fini par découvrir un homme qui avait travaillé dans les tours jumelles et qui avait péri dans les attentats. Son histoire correspondait aux descriptions que Cade avait fournies avec une précision frappante. Numéro 6. À seulement 3 ans, une petite fille nommée Joey Verwey a commencé à raconter des histoires complexes à ses parents, ce qui les a empêchés de croire qu'elle les avait simplement inventées. Joey prétendait que ces histoires étaient des souvenirs de ses vies antérieures, soit 10 vies antérieures au total. Au cours des 2 années suivantes, elle a rencontré des professeurs, des experts en réincarnation et des journalistes qui ont tous conclu collectivement qu'elle présentait des preuves convaincantes de la réincarnation. Dans sa première vie, Joey prétendait avoir vécu dans une grotte il y a des millions d'années. Fait remarquable, elle a pu conduire des chercheurs dans des grottes d'Afrique du Sud qu'elle n'avait jamais visitées au cours de sa vie actuelle. Elle a décrit ses vies antérieures avec une clarté et une assurance remarquables. À l'âge de 5 ans, elle a rencontré une femme âgée qui, selon elle, avait été sa fille dans une vie antérieure. Les deux ont eu une longue conversation sur leur passé commun et la femme de 90 ans a remarqué que Joey lui rappelait immédiatement sa propre mère. Numéro 5. En mai 1957, un tragique incident s'est produit dans la ville pittoresque de Hexham, près de Newcastle upon Tyne, en Angleterre. Joanna Pollock, 11 ans, et sa sœur Jacqueline, 6 ans, se rendaient à l'église lorsqu'elles ont été heurtées par un conducteur imprudent. Malheureusement, les 2 sœurs ont perdu la vie presque instantanément. Leurs parents, John et Florence Pollock, furent profondément affectés par cette perte. Après l'incident, John fut convaincu que leur fille reviendrait sous forme de jumelles dans leur prochaine vie. Contre toute attente, le 4 octobre 1958, Florence donna naissance à des jumelles qu'ils prénommèrent Gillian et Jennifer. Bien que les jumelles paraissent identiques, elles avaient des caractéristiques uniques. L'une d'elles avait des taches de naissance caractéristiques, ce qui est assez rare pour des jumelles identiques. Jennifer avait une petite tache de naissance sur sa hanche gauche qui ressemblait à celle de Jacqueline, ainsi qu'une marque sur son front qui correspondait à une petite cicatrice que Jacqueline avait au même endroit. À mesure que Gillian et Jennifer grandissaient, elles se souvenaient encore très bien d'Hexham, un endroit où elles n'avaient jamais vécu auparavant. Lorsque la famille est revenue là-bas alors que les jumelles avaient 4 ans, le mystère entourant leur lien avec la ville s'est encore renforcé. Numéro 4. Shanae Kumalai Wong est née en 1967 dans le centre de la Thaïlande avec 2 taches de naissance visibles, une à l'arrière de la tête et une autre au-dessus de l'œil gauche. Au début, sa famille ne les considérait pas comme importantes. Cependant, lorsque Shanae a eu 3 ans, il a commencé à parler d'une vie antérieure. Il a affirmé que dans sa vie antérieure, il avait été instituteur du nom de Buakai et qu'il était mort sur le chemin de l'école. Shanae a fourni les noms de ses parents, de sa femme et de ses enfants d'autrefois et a insisté pour sa grand-mère l'emmène dans la maison de son ancienne famille à Kaofra. À son arrivée, Shanae a reconnu les parents de Buakai et d'autres membres de la famille, les identifiant comme étant les siens. Impressionnée par ses souvenirs détaillés et les similitudes de taches de naissance, la famille l'a invitée à revenir.
Lors d'une visite ultérieure, la famille lui demanda d'identifier les affaires de Bouakai parmi une collection d'objets. Il les choisit correctement et reconnut même l'une des filles de Bouakai, lui demandant le nom de l'autre. Convaincu que Shanaï était la réincarnation de Bouakai, la famille l'accueillit et il leur rendit visite à plusieurs reprises. Il insista pour que les filles l'appellent père et si elles refusaient, il ne leur parlerait pas. Numéro 3. Shanti Devi est née à Delhi en Inde en 1926 et a commencé à parler de sa vie passée à l'âge de 4 ans seulement. Elle a affirmé avoir été l'épouse d'un commerçant nommé Kedarnath de Mathura, une ville située à environ 145 km de Delhi. Elle a décrit sa vie passée sous le nom de Lugdi Devi et a déclaré qu'elle était décédée peu de temps après avoir accouché, environ 10 ans avant sa naissance. Shanti a détaillé l'apparence de son ancien mari et l'agencement de leur maison à Mathura. Elle a également fourni des informations sur son décès, déclarant qu'elle était décédée des suites de complications lors de son accouchement. Ces déclarations attirèrent l'attention du Mahatma Gandhi, qui s'intéressa à son histoire. En 1935, Gandhi réunit un comité pour enquêter sur son cas. Lorsque Shanti fut emmenée à Mathura à l'âge de 9 ans, elle fut capable d'identifier des lieux, des personnes et des objets associés à la vie de Lugdi Devi, bien qu'elle n'en ait eu aucune connaissance au préalable. Elle a reconnu Kedarnath, son prétendu mari, et a partagé des détails sur des événements et des secrets que seul lui et sa défunte épouse auraient pu connaître. Numéro 2. En novembre 2014, un garçon de 4 ans de Virginie nommé Andrew Lucas a attiré l'attention des médias nationaux après avoir affirmé avoir été un marine américain décédé en 1983. Son histoire a été partagée par ses parents et présentée dans une émission de télé-réalité intitulée Ghost Inside My Child. Les parents d'Andrew pensaient qu'il était la réincarnation du marine américain Val Lewis, décédé le 23 octobre 1983 à Beyrouth. La mère d'Andrew a interprété ces déclarations comme des souvenirs d'une vie antérieure de Lewis, même si le marine était un adulte de 28 ans au moment de sa mort. La famille a contacté les producteurs de l'émission, qui mettaient en scène des enfants ayant vécu des expériences paranormales. Ils ont découvert des liens possibles mais n'ont pas pu rassembler d'autres preuves concrètes. Numéro 1. Barbro Karlen est une écrivaine et poétesse suédoise connue pour ses déclarations selon lesquelles elle est la réincarnation d'Anne Frank. Anne Frank, l'adolescente juive dont le journal est devenu l'un des récits les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale, a tragiquement péri dans l'Holocauste. Barbro est née en 1954 en Suède. À seulement 2 ans, elle aurait dit à ses parents que son nom n'était pas Barbro, mais Anne. Ses parents, qui ne connaissaient pas l'histoire d'Anne Frank à l'époque, ont d'abord rejeté cette affirmation comme une simple invention de leur enfant. L'un des moments les plus marquants de l'histoire de Barbro s'est produit lors de vacances en famille à Amsterdam alors qu'elle avait 10 ans. En visitant la maison d'Anne Frank, Barbro était visiblement émue et a reconnu les lieux, bien qu'elle n'y soit jamais allée auparavant. Elle aurait mentionné des détails sur la maison qui n'étaient pas largement connus à l'époque. Dès son plus jeune âge, Barbro a montré un talent pour l'écriture. Elle a publié son premier recueil de poésie à l'âge de 12 ans et est rapidement devenue l'une des jeunes auteurs les plus célèbres de Suède. Son talent littéraire a souvent été comparé au style d'écriture profondément personnel et introspectif d'Anne Frank. Pouvez-vous vous souvenir de votre vie passée? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.